Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 11 janvier 2023, avec Emma Marsante pour la publication de son premier roman aux éditions Verdier, Une mère éphémère. L'autrice raconte tout ce qu'elle a dû surmonter dans sa jeunesse, suicide de sa mère, inceste, manque d'amour. Elle explore la construction de l'identité féminine dans toute sa complexité et une détestation des femmes encore vivace à la fin du XXe siècle. Bon, merci pour votre patience. Voilà, nous faisions connaissance avec Emma Marsante, bien que nous nous soyons parlé au téléphone. Voilà, il faut d'abord que je dise que ce livre a été pour moi un choc cet été. Je vous ai raconté l'autre jour qu'en plus j'ai fait une lecture assez curieuse. À l'époque, j'avais moins de problèmes avec ma cheville que je n'en ai aujourd'hui. Et je faisais des tours de lac en lisant. Voilà, et le souffle, le rythme de votre livre, je l'ai trouvé aussi en marchant, curieusement. Alors évidemment avec une espèce d'âpreté, mais aussi et puis des fois de l'apnée, si j'ose dire. Mais c'est un moment assez formidable, aussi bien intellectuel que moral et donc pour le coup même physique. Hein. C'est ce saisissement par le souffle qui émane de votre écriture. Donc je vous remercie. C'est vrai que on s'est avec Hélène un peu interrogé sur comment susciter du public pour vous entendre. Bon, voilà, il y en a, et je suis très heureux de pouvoir l'accueillir avec vous. Alors, une mère éphémère, c'est un livre aux entrées multiples. Alors, on pourrait dire peut-être fait sur ces 30 scènes d'écriture parfois différentes, apparemment, parce qu'en fait, quand même, finalement, vous êtes le seul auteur, donc on va dire qu'il n'y a qu'une seule écriture, même si des fois l'écriture change un peu d'apparence, mais nous en parlerons peut-être, ou vous en parlerez plus exactement. Comme souvent, quand j'anime, comme on dit, ou je dialogue avec un auteur, on n'est pas là pour révéler des secrets de fabrication, et plutôt tourner autour et essayer de susciter le désir d'aller ensuite se confronter dans la solitude et on va dire dans le silence. Après, on a le droit de dire chez soi à haute voix. Hein, et c'est vrai que le vôtre peut peut-être donner cette envie-là. Donc, on va essayer de susciter pour ceux et celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, d'approcher ce texte en vous écoutant, en tendant l'oreille à votre voix. Parfois, il y a du cri, hein, donc il faut savoir que du silence de la lecture vient surgir un cri, peut-être parfois même que l'on n'attend pas. Voilà, et donc il y a une trentaine de scènes qui composent ce livre, et dans lesquelles on peut trouver du récit, du fantasme, de la réminiscence, du souvenir, ou peut-être transformé toujours par l'écriture évidemment, de la poésie, du chant, de l'incantation. Et alors, à plusieurs reprises, j'ai pensé aussi à une forme de prétexte, à un livret d'opéra. Il y a quelque chose un peu, comme on dit, je crois que c'est Léris qui avait inventé ce mot d'opératique, donc cruel, violent. Et ça m'a ramené d'ailleurs il y a une quarantaine d'années, un peu plus maintenant, pardon, c'était en 78 quand j'ai commencé dans ce métier. Il y a eu un succès phénoménal d'un livre. Aujourd'hui, je crois que ce serait impossible, de Catherine Clément, qui s'appelait L'opéra ou la défaite des femmes, et le livre dans lequel elle exposait ce que parfois de nouvelles féministes d'aujourd'hui découvrent dans l'opéra, c'est que les femmes sont souvent dans l'opéra, les femmes sont des victimes. Voilà. Alors, moi, je suis pas pour refaire les livrets d'opéra qui ont existé, mais de fait, il faut bien reconnaître qu'elles sont victimes. Voilà, donc ça m'a ramené à cette... Et puis c'est vrai que dans l'opéra, il y a cette dimension tragique, et évidemment cette dimension tragique aussi, au sens presque grec de la chose, on peut le trouver dans... Et d'ailleurs, je vous ai dit, pour moi, ces chapitres sont plutôt des scènes que des chapitres. Voilà, donc de ces scènes, de ces bribes... alors j'ai presque parfois je pourrais dire une forme de lambeaux ou d'esquilles, si
je peux me permettre, moi qui en ce moment souffre beaucoup des esquilles de ma cheville, je propose que vous nous en lisiez une première scène, donc le chapitre 14, la scène 14, est comme un peu on pourrait dire une exposition. Alors une exposition du cadre, du décor, en fait une exposition qui est avant même de parler de la mère, d'abord de parler de la famille et de ceux qui composent cette famille. Et j'aurais, avant de vous laisser lire, ce chapitre dont vous donnerez le titre, c'est une sorte de familia grande, bien qu'elle soit peut-être toute finalement assez resserrée. Voilà, mais ça ramène à ce livre d'il y a 2 ans, peut-être 2 ans, c'est ça. On vous écoute. Please try not to die. Pour la première fois, l'année de mes 8 ans, mon père dépose à mes pieds la déflagration du Sud comme un éblouissement dans mon cerveau d'enfant de l'Atlantique. J'étais fiancée alors à l'océan et à l'infini des marées. La Baule, la Fidèle, Belle Époque, Villa 1900, Château de sable, Ciel bleu et coquillages roses, rythme de lune, volets rouges et beaux windows figés, ennui limpide, gouttelettes de pluie, velours grenat, marge d'écume sur le sable voilé, grille de chèvrefeuille, buissons d'hortensia cramoisis, vitraux d'existence, balcons en bois d'amant, la plage, le vent, les nuages, la pluie, les coups de soleil, les allers et retours au rythme lent de mes grands-parents maternels, le marché le matin, la baignade l'après-midi, le soir, rien, la nuit, les gloussements des pigeons que je prenais pour des cris de loup, blottis sous l'édredon énorme pour que maman me rejoigne dormir. Métronome et petite musique de chambre. Lire, se balancer dans le jardin, attendre. Vacances à petits pas, chaussons de feutre, réveil cotonneux dans des odeurs d'infini, les adultes regroupés en grappes de raisin sous un parasol délavé, tristes et préoccupés. Par quoi ? Ils parlent, ils chuchotent, ils s'arrêtent quand on les écoute. Mystère. La vieille voiture de mon grand-père, ses pantalons blancs sur la plage, et ma grand-mère tournant en gros chignon très noir des cheveux qui lui couvrent les reins. Son visage de madone, aux traits parfaits. Humeur lisse, vie confinée, galette Saint-Michel, le quotidien comme point final, et formidable d'émotions, les repas. Le dimanche, la messe en rang d'oignons, l'estomac en attente des pâtisseries de Renou, les glaces chez Manuel à la promenade nocturne, les langoustines du Croisic, les idées en lente digestion. Aiguilles à tricoter, tricycle, manège, cours de tennis. Ma mère comme un éléphant d'Hannibal, surdimensionné, attablé à la médiocrité de la journée étroite, secouant ses rênes et les torpeurs acquises. I love you and I hate you, leur laisse-t-elle sur une page de roman, comme dédicace de l'avenir qui les attend. Ils sont inquiets. Elle est mutique, murène et creux de rocher. Dans l'eau bouillante, soulevant le couvercle, les pattes des homards hirsutes, ronds indéchiffrables de leurs regards noirs en billes de tapioca. Tapisserie vieillie, piano à queue, le père, la mère, la fille, sans esprit. Les trois sous le même joug, arrimés à ce qu'ils ne perçoivent pas, à ce dont ils n'ont même plus conscience. L'été à petites gorgées comme un grand bol de lait. Mon frère et moi, sandales en cuir et maillot de bain en éponge, petits baigneurs de cellophane, vos poupées. J'épie votre pépiment inaudible, lové loin de vos bras. Quel reproche ! Elle a épousé mon père. Elle habite Neuilly. Elle est la femme du président, talons aiguilles et carrés de soie noués sous le cou pour empêcher ses cheveux de friser. Elle joue le personnage.
Ils se sentent inutiles et trahis. Mon père ne les fréquente pas, mon père les méprise, mon père téléphone sans demander de nouvelles. Le 1er juillet, il hisse dans un wagon notre grosse valise en toile grise et à l'arrivée, mon grand-père la descend. 2 hommes de chaque côté des rails de ma mère. Sinusite, migraine, maux de tête, bouderie. Ma mère est fragile, ma mère est fatiguée. Une chaîne la retient au pied du colosse. Elle y reste attachée. Elle y conduit les émotions, les larmoiements et les enfances. Il y a des familles où l'on transmet le plaisir d'apprendre, d'autres où c'est le pouvoir, la puissance et l'orgueil. Des familles d'argent, des familles de musées, des familles d'églises, des familles, des croyances, des certitudes et des cultures. Et puis il y a des familles où l'on apprend à mourir. C'est aussi fort qu'autre chose, le désir de mourir, et cela se transmet très bien. Il y a une certaine qualité d'absence dans ces familles-là, comme s'il s'agissait de ne pas exister, jamais, de rester à bonne distance. On n'y partage rien. Des apparences, des rituels, des règles, de l'aveuglement, de la surdité, de la cruauté. Tout est bon pour ne pas entrer en contact les uns avec les autres. On reste chacun chez soi, mon père, ma mère, mes grands-parents, mon frère. Nous nous tournons autour, cauchemar sans image, apsychique. Chez nous, il ne se dit rien. Tout est lisse, mur d'os. Voilà, alors nous sommes scène 14. Quand on s'était parlé, j'avais aussi parlé de la scène 15. C'est-à-dire que ce livre est une sorte de tornade. On pourrait dire que cette scène 14 pourrait être liminaire, mais elle ne l'est pas, parce que vous écrivez avant, après, et on est dans cette espèce de mouvement. Vous avez choisi, plutôt que de commencer par un exposé dans lequel on donne les noms des personnages et leurs qualités, d'écrire, de composer autrement. Mais peut-être ça, vous pourriez peut-être déjà nous alors, parler un peu de cette composition. Est-ce qu'elle est venue, cette composition qui n'est pas ordinaire, est-ce qu'elle est venue d'emblée ? Oui, elle est venue d'emblée. Bon, elle a été retravaillée ensuite parce que il y a des chapitres qui auraient dû. Le livre ne suit pas du tout la chronologie des événements. Il commence vraiment in media res directement avec les problématiques du suicide de la mère et des différents problèmes et abus que va subir l'héroïne. Et il est construit comme la mémoire de quelqu'un, c'est-à-dire que la narratrice expose les différents problèmes ou les différentes séquences auxquelles elle a été exposée, et ensuite elle part pour essayer de comprendre en fait ce qui a bien pu se passer, et donc elle part de façon assez anarchique. Le livre est composé comme quand on se souvient de choses, et parfois on se souvient de quelque chose de quand on avait 5 ans, et puis finalement ça nous entraîne complètement autrement. Il s'agit de travailler, enfin, il s'agit de transmettre une mémoire post-traumatique, donc une mémoire qui est brisée, qui ne se souvient pas d'une certaine façon. C'est pas du tout la perspective d'un récit qui serait écrit de l'extérieur par quelqu'un qui connaîtrait tout, avec ce qu'on appelle un narrateur tout-puissant, omniscient, etc. Là, c'est entrer dans le cerveau d'une petite fille justement traumatisée par un certain nombre de violences. Et je crois que quand j'ai déconstruit l'ordre des chapitres et la chronologie, c'était aussi un peu pour être au plus près de ce que c'est que le cerveau traumatique, c'est-à-dire que c'est des flashs, c'est des moments où, alors qu'il ne se passe rien de particulier, on entre en contact avec quelque chose qu'on avait oublié, c'est des cauchemars, c'est des rêves, c'est des photos, c'est une enquête, et c'est vraiment au plus près du psychisme de quelqu'un qui a été quand même très fragilisé. Alors dans cette scène, on a très précisément,
on va dire déjà l'ordre de la famille, et dans les dernières lignes, avec tous les éléments de cette famille. Donc je vous ai proposé que on rentre d'abord en les désignant, en donnant, si j'ose dire, les personnages secondaires. Finalement, ces personnages secondaires qui s'avèrent être, je vous disais tout à l'heure, primaires, mais non pas primaires, mais plutôt primaires au sens vraiment, ce côté lâché et relâché, on le verra en les évoquant. Et donc, vous écrivez, il y a des familles où l'on apprend à mourir. Un peu plus loin, cela se transmet très bien. Et le titre de cette scène, de ce chapitre 14, c'est « S'il te plaît, essaie de ne pas mourir ». Et donc, comme une sorte de première question, j'avais envie de vous demander à qui s'adresse cette injonction, ou est-ce que c'est une prière? Et à qui de cette famille, où il semble qu'on apprend au moins à ne pas exister, à qui elle s'adresse? Je pense qu'elle s'adresse à plusieurs personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont aux prises avec une espèce d'abolition. Bon, elle s'adresse d'abord à la mère, parce que cet enfant, elle est élevée dans la préscience et dans la conscience et dans la prémonition que la mère va se suicider. C'est sensible. La mère a des épisodes dépressifs très, très violents, où elle est complètement absente. Elle est emmurée en elle-même, et elle est malade. Donc l'enfant, elle sent que la mère va disparaître. Enfin, elle a peur toute sa vie, en fait, cet enfant est terrifié à l'idée que sa mère va mourir. C'est une mère qui est aussi très mystique, donc qui vit beaucoup dans un rapport à la religion catholique, avec la présence aussi de la mort du Christ, de la croix, de la résurrection. Et tout ça, pour l'enfant, c'est des signes de peur, en fait. Ça lui fait peur parce qu'elle a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui rattache la mère à la vie. Elle sent aussi que sa mère est maltraitée par son mari, et que donc elle est en danger du point de vue d'une certaine violence latente. Et puis il y a ses grands-parents qui sont, comme on le voit dans le chapitre, des présences inquiètes, mais qui ne sécurisent rien, en fait. Donc tout le monde est désarmé par la maladie de la mère, par la violence du père, et par le fait que les choses ne sont pas nommées. Donc c'est pas une famille où on peut dire la mère est malade, on va la faire soigner, on va s'occuper d'elle, il va y avoir des interlocuteurs, ne serait-ce qu'un médecin. Il n'y a pas de repère, en fait. Il y a juste un sentiment de danger. Donc, please try not to die, c'est d'abord l'adresse de la petite fille à sa mère, et c'est peut-être l'adresse aussi de la narratrice à elle-même, qui essaye de reconstituer le plus possible de la sécurité en retournant en arrière sur cette enfance qui l'a déconstruite. Cette fameuse phrase « famille je vouais » de Gide, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette famille, la famille est vraiment un lieu d'incarcération, et la narratrice en a peut-être plus conscience peut-être même que la mère, et donc un lieu sans échappatoire, donc qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant. Donc une éducation, d'ailleurs, on sent même que d'une certaine façon, même le mot éducation échappe. Enfin, dans ce que vous avez lu, je rappelle, donc il y a des familles où l'on apprend à mourir, mais le reste on ne l'apprend pas. Bon. Et donc une éducation, si elle y est, reçue comme une addition de contraintes, de codes, d'une évidence de violence, de soumission, comme un ordre naturel. Alors évidemment, le plus représentatif, bien que finalement il y en aura encore un autre, mais différemment, c'est le père comme expression à la fois d'un trop-plein et d'un trop-vide, dire rien ou beaucoup de choses. Et donc là aussi, la conscience de cette narratrice, de cette petite fille, par exemple dans la relation qu'elle fait de la scène de la chasse, qui est incroyablement forte, violente, mais aussi ironique. Et ce qu'elle dit, donc 3 lignes, page 35, pour ce qui est de lui, c'est très court, hein, obsession de l'argent, grande estime de soi, soin maniaque, imaginaire concentrique, sadisme, je penche pour une structure paranoïaque. C'est bon.
Bon, alors je ne sais pas si on a tout dit là, du père, mais enfin, c'est un concentré. Là. Mais le père, je crois que ce qui est terrible pour l'enfant, et d'ailleurs ça peut se dire aussi de la mère d'une certaine façon, c'est que il est complètement paradoxal. Il peut être une chose et son contraire, et comme vous avez dit, présent, absent, et il est dans une espèce de ce qu'elle appelle une structure paranoïaque, c'est-à-dire de contrôle, d'hyperprésence. Quand il est là, il est hyper là. Il régente absolument tout et bon, il est très dominateur. Et puis par ailleurs, il est là, mais comme les personnages du roman, on a l'impression qu'il n'entre pas réellement en contact avec les autres. C'est-à-dire que il est là dans une espèce de présence coercitive sans avoir d'interaction réelle avec ses enfants ni sa femme. Donc c'est comme ça que les enfants se retrouvent embarqués à la chasse alors qu'ils n'ont rien à y faire ou qu'à un autre moment ils sont sur le voilier, dans la tempête, etc. Le père, il, il agit, il, a, il agit en entraînant les autres comme dans une espèce de ronde. Et tout le monde se retrouve à danser autour de lui, mais il n'y a pas de rapport à l'autre, en fait. C'est-à-dire que le père ne dit pas à l'enfant, évidemment, enfin dans les années 60 en plus, mais ne dit pas est-ce que tu as envie de venir avec moi ou est-ce que tu aimes faire du bateau ou... C'est vraiment le manipulateur, enfin celui qui tient les marionnettes. Et il est assez terrifiant pour l'enfant parce que elle est convoquée dans le désir du père dans certains moments. Puis à d'autres moments, il n'est pas là parce qu'il travaille, il est PDG, il est ailleurs, ou alors elle a aucune fonction parce que elle sert à rien. Enfin, c'est un homme qui a un rapport à l'autre comme si les autres étaient des objets. Euh, quand l'été vient et que ni la chasse, ni l'art, ni son usine, ni les affaires, ni les avions, ni l'Afrique, ni les grèves, ni les musées, ni l'opéra, ni les dîners en ville n'occupent plus l'esprit dolent de mon père, nous ne sommes pas à l'abri pour autant. Car quand l'été commence aussi la saison de la voile. Alors je ne vais pas le lire, on laissera nos lecteurs le lire tranquillement, si j'ose dire, ou intranquillement. Mais plus loin, une phrase, mon père joue à tuer sa famille. Boum. Donc tout de même, il joue bien à quelque chose. Il est aux prises avec... en fait, le père... on a des explications dans le roman sur la personnalité du père, qui est cette génération d'hommes qui a connu la guerre, d'hommes qui ont été adolescents pendant la guerre et qui ont sûrement été témoins de beaucoup de violence. Et on a l'impression qu'il reprend vie dans la violence. Il a besoin de violence. Il a vécu des choses violentes. Il a perdu son père quand il était enfant. Il a connu différentes situations. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi le terme sadisme. Quand il prend du plaisir, c'est toujours dans le cadre de la violence. Alors il y a la chasse, et puis il y a la voile. Mais quand il part en bateau, donc c'est un navigateur, c'est toujours quand il y a du gros temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se reconstituer dans la tempête. Donc il embarque dans la scène qui se clôt par mon père joue à tuer sa famille. Il embarque sa petite famille dans un voilier pour traverser la Méditerranée entre la côte de Cannes et Calvi, la Corse, et toujours par des tempêtes extrêmes, comme il y en a en Méditerranée, qui est quand même une mer hyper violente. Et ils sont pris donc dans une tempête terrible, et ils sont à la limite de faire naufrage. Et jamais il veut retourner en arrière, se mettre au port. Il continue la traversée et ils sont à deux doigts de mourir. C'est pour ça qu'il y a cette phrase mon père joue à tuer sa famille. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va au plus près de la mise en danger des siens. Oui, et à la fois, bon, il y a une sorte d'angoisse dans ce chapitre sur la voile, mais il n'y a pas de peur du père. En tout cas, la narratrice ne semble pas exprimer de la peur. La narratrice n'a Oui. pas peur de son père, vous voulez dire ? Elle semble pas exprimer de la peur. Je crois qu'elle est dans la stupeur.
pour Et, prendre un jeu de mots. et- Elle est et- au-delà de la peur, c'est-à-dire qu'elle est elle est tout le temps, en fait, dans dans le roman, je crois qu'elle est tout le temps dans la sidération, cette enfant, parce que elle comprend rien. Elle comprend pas pourquoi elle est réveillée le matin à 5 heures du matin pour partir à la ouais. chasse. Elle comprend pas pourquoi on tue des Oui, mais elle tourne animaux. ça avec de l'ironie, d'une certaine façon. En tout Elle, cas, l'ironie est une arme. elle Enfin, est trimballée et je pense qu'elle est muette de stupeur, en fait. Elle a même pas accès vraiment à la peur parce que elle est sidérée. C'est une enfant sidérée. C'est une enfance sidérée. Où, en fait, le monde des adultes est tellement violent et tellement incompréhensible que elle-même n'a pas tellement accès peut-être à ses propres émotions. Elle est juste en arrêt sur image. C'est pour ça que c'est écrit avec des flashs, parce qu'en fait, c'est des images qu'elle a jamais vraiment élaborées. Elle est un peu spectatrice de sa propre enfance. alors l'enfance, comme pour beaucoup d'enfants, la narratrice a une enfance dedans. Dans la famille, c'est aussi la maison. L'extérieur, c'est pas formidable. Si l'extérieur c'est la chasse ou, ou la voile, c'est pas fameux. Donc il y a je crois que c'est cette phrase qui est les oiseaux de mer chantent mon obsession du port. Donc le besoin de rejoindre à la fois la terre ferme et peut-être aussi probablement l'intérieur. Donc on revient de ces extérieurs qui sont factices, hein, la voile, la chasse encore une fois, pour rejoindre le lieu d'une certaine façon quand même de la réclusion. Donc on rejoint l'intérieur, inside. Alors voilà, et donc il y a ce chapitre inside qui c'est la scène 19 où le frère lui entre en scène. Voilà, voilà, et il entre lui aussi précédé des choses de l'enfance. Alors c'est curieux parce qu'il entre, oui c'est ça, il entre avec ces choses qui procèdent de l'enfance. Et donc là, vous écrivez, faut-il se souvenir? Si j'emprunte le chemin de mémoire, si je descends l'escalier en colimaçon, je retrouve les charmes inchangés, les décors et les voix pétrifiées, la chambre de Stanislas avec son bureau blanc qu'a dessiné mon père, des étagères perpendiculaires, hautes, vierges, laquées, son lit barreau, merisier et montant qui s'enroule, sa grosse armoire marron, des voilages, une chambre meublée de briques et de brocs, plein nord, donnant sur un beau grand jardin de cerisiers en fleurs, innocence, premières alliances, cachotterie, bande dessinée, tente d'Indien, polaroid, les assiettes de glace au marron que les domestiques nous apportent après que les invités de mes parents ont quitté la salle à manger et que nous léchons sur les draps repassés, sous le matelas replié pour former notre igloo, jardin d'acclimatation, rivière enchantée, pêche au canard, Astérix, Obélix, Pif le chien et Lisette, barbe à papa, sucre rose, masque, tuba et nudité, mon guide, mon instructeur, ma loi, dériveur et chambre d'été partagée. Voilà. Puis la ligne suivante, comment mon inaccessible idole devient-elle à 15 ans le bourreau sale de mon adolescence? Et alors, c'est ce paragraphe, on dirait presque les choses de... Pérec écrit les choses dans les années 60, on dirait presque ça. Ce sont vos choses, mais alors vraiment, c'est malheureusement très court, parce que derrière les choses, ou dans les choses, il y a d'une certaine façon l'horreur, enfin, voilà, ce qui va précéder le cri. Je crois que c'est caractéristique de l'inceste, c'est-à-dire que c'est le viol en famille qui est très spécifique par rapport à un peu l'idée qu'on se fait quand on est une jeune femme ou une petite fille, quand on nous met en garde, les méchants monsieur, etc., etc., ou les films avec la nuit, le pont de chemin de fer, l'inconnu qui vous suit. Enfin, on est élevé dans l'idée que le viol, c'est spécifiquement des gens très méchants qu'on va savoir reconnaître plus ou moins. Enfin, et c'est pour ça que les enfants sont pas du tout protégés de l'inceste. C'est parce qu'en fait, on ne s'attend pas du tout à être violé par quelqu'un de la famille, de même que les enfants ne sont pas protégés des coups, d'une gifle ou de paroles ultra-violentes, etc. Parce que on croit au contraire, enfin le topos sur la maternité et la famille, c'est que tant qu'on est avec ses parents, on est en sécurité.
qu'on fait les contes avec le loup qui est toujours un peu extérieur, qui n'est pas du tout le même animal que la grand-mère. Et là, dans l'inceste, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la personne en qui on a confiance, dont on se méfie le moins et qui est la plus proche de vous, qui vous fait du mal, enfin, qui vous fait du mal, sans qu'on ait vraiment la possibilité de comprendre ce qui se passe, en fait. Et ce qui explique qu'on ne peut pas du tout ni se défendre, ni souvent en parler, ni même comprendre ce qui arrive, parce qu'en fait, c'est dans l'ordre de l'inimaginable. Et en effet, c'est la narratrice, elle a ce grand frère qui est son unique frère, donc avec qui elle vit dans une grande affection, proximité, mais aussi affection, parce que en plus, comme la mère est malade, la mère délègue beaucoup. Donc le frère est en rôle un peu presque de mère, d'une certaine façon. C'est lui qui l'emmène à l'école, c'est lui qui s'occupe d'elle. La mère peut parfois ne pas pouvoir se lever le matin, etc. Donc elle est à moitié élevée par son frère. Donc elle, la petite sœur, le frère, elle a une confiance totale en lui. Et donc tout d'un coup, il va y avoir ce retournement qui lui demande une chose de plus, complètement incongrue, mais elle n'a pas trop la possibilité de comprendre ce qui se passe, ni de s'y soustraire. Et je pense, pour avoir pas mal écouté, lu, comme vous le disiez, il y a la famille Grande, etc. C'est comme ça dans toutes ces problématiques d'inceste, c'est-à-dire que c'est toujours le grand-père qu'on adore, qui vous prend sur les genoux. C'est difficile pour un enfant ou pour un jeune adolescent de comprendre que le danger, encore une fois, vient de la personne qu'on aime le plus. La narratrice écrit quand même une chose assez singulière à ce propos. Stanislas n'est pas un petit garçon, il n'est pas non plus une mère, donc hein, même si la mère lui délègue. Oui. Donc Stanislas n'est pas un petit garçon, point. Stanislas est un chef, point. Stanislas est mon chef. C'est-à-dire qu'il y a aussi comme une délégation de pouvoir sur tout. De pouvoir illimité sur cette petite fille, parce que les deux parents, en fait, dans leur genre, enfin, j'ai envie de dire, les deux font la paire. Ils sont tous les deux aussi démissionnaires l'un que l'autre. Et finalement, autour de ces deux petits-enfants, c'est un peu les deux petits-enfants d'un conte, sauf que là, ça va mal se terminer pour les parents et puis pour la petite fille, mais il n'y a personne pour éduquer ses enfants. Il y a une femme de ménage qui est citée à un moment, qui est là. Il y a les babysitters, il y a du personnel autour des enfants, mais même les grands-parents, on l'a vu dans la scène initiale, ils n'ont pas un intérêt particulier pour les enfants. En fait, il n'y a pas de rapport à ces enfants. Les enfants, ils sont tout seuls. Et on peut imaginer, enfin en tout cas c'est ce que le roman propose comme interprétation, parce que c'est jamais qu'une interprétation, que la personnalité du père hyper autoritaire et le fait que la mère se retire, si j'ose dire, c'est presque une métaphore aquatique, c'est le frère qui prend les commandes. Il prend les commandes sur la sœur, donc quand il est petit, ça se passe bien, et puis tout d'un coup, il prend les commandes en mode sadique, et c'est pour ça que vous avez souligné que le père est décrit au départ comme étant aussi assez sadique. Le frère devient sadique, mais il est aussi une victime, enfin, il est aussi la victime de cette famille complètement pathologique où en fait il n'y a pas de parents, il n'y a pas de grands-parents, les enfants sont seuls. Il va devenir fou, mais un peu quand même je trouve que le frère, c'est un peu une espèce de métonymie de la folie familiale. Enfin, il devient fou parce qu'il est trempé dans le bassin, enfin dans la mixture. Il prend la couleur de la teinture familiale. Alors nous allons parler de la mère, puisqu'elle est au centre, mais juste après, il y a un chapitre, une scène 20, qui est très courte, qui parle du frère et qui se termine par je l'absous. Mais c'est pas tellement le fait je l'absous qui j'aimerais savoir pourquoi vous avez intitulé et comment ce chapitre infracturé.
alors, vous inventez des termes. Hein, Oui, il y a voilà. pas mal de néologismes. Voilà. Mais, alors, celui-ci, infracturé. Alors, infracturé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fracture, finalement. Euh, c'est écrit au féminin. Donc, c'est la jeune Mia qui est infracturée. Alors, qu'est-ce qui est infracturé alors que on vient de passer 2 chapitres justement avec le viol où ça a été décrit de façon hyper crue et où on voit bien au contraire la fracture. On a l'impression que quand elle dit je l'absous, que ça reste à l'extérieur d'elle finalement. Le frère, ça a lieu et puis ils vont se quitter comme ça sans. Enfin, il n'y aura plus jamais de lien entre eux et elle va rester infracturée, c'est-à-dire il n'y aura pas de contact entre eux en fait. Il n'y a pas de relation entre les personnages du livre. C'est ça qui est. Il n'y a pas de. Du moins entre les personnages masculins et la narratrice. Oui, on a l'impression que quand même c'est des histoires parallèles et oui, il va se passer ci, il va se passer ça et puis chacun part. Oui, pour autant, et juste avant que vous n'écriviez en tout cas, vous avez mis cette scène 20 dans le livre, à cette place-là. Juste avant, vous écrivez, et ça va nous amener à parler peut-être de la mère comme centrale, et puis de la relation de la mère à la fille, de la fille à la mère. Et puisque quand même c'est une mère éphémère, le titre, hein, je le rappelle. Mes amarres ont été coupées. J'ai quitté le port, tiens, revoilà le port, j'ai quitté le port et j'ai quitté la raison. Je vogue dans les vagues des souvenirs escarpés, je vogue dans les vagues des souvenirs escarpés, des blancs, des silences. Donc, infracturé certes, mais bon, les amarres ont été coupés. Alors les amarres, évidemment, on peut dire que ça pourrait être... Enfin, quelles amarres? Est-ce que c'est avec les autres ou avec un bout de soi-même ou avec... Ça sent ce sont des mots de blessure. Oui, alors les amarres sont coupées. Comment? Oui, c'est se sauver et puis c'est compliqué ce terme d'infracturé en effet parce que en fait tout le livre porte la douleur de la narratrice. Donc c'est un paradoxe parce qu'en fait tout le livre vient sous une forme parfois narrative, parfois plus élégiaque, raconter justement la fracture. Donc on pourrait dire comment est-ce qu'on peut finalement considérer qu'elle est infracturée. Mais il y a une espèce d'absence à soi-même chez le personnage qui va se traduire justement là quand le frère et la sœur se quittent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien possible. Chacun reste comme une espèce de monde clos sur lui-même et elle est à la fois complètement brisée et complètement solidifiée ailleurs que dans... Je crois que c'est parce que le personnage de Mia elle croise l'inceste. Bon, il y a 3 chapitres sur l'inceste. Il y a de l'inceste et le livre parle d'inceste, mais c'est pour ça que ça s'appelle Une mère éphémère et pas l'inceste, parce que le problème est ailleurs en fait. Le problème est ailleurs et c'est comme si l'inceste, d'une certaine façon, encore une fois, l'inceste, c'est un peu une espèce de métaphore de la folie de la mère, parce que l'inceste, il est là parce que les parents sont complètement ailleurs. Et c'est quelque chose qu'elle va connaître, mais qui va évidemment la marquer, mais qui va pas être l'essentiel en fait. Parce que Mia, elle est, comme c'est dit à un moment, dans sa mère en fait. Elle n'est pas vraiment au monde. Rien ne va la fracturer parce qu'elle va rester contenue dans le psychisme de la mère. Oui, enfin, on pourrait, on ne réécrira ni le livre, ni l'histoire, ni le récit, encore moins la famille, mais tout de même, la mère est tout du long de ce livre, à la fois aimée, haïe, vous allez nous le dire, mais quand même, ce qui va la clouer en quelque sorte, c'est
cette révélation. Donc dans cette scène 21 qui s'appelle TUE, et ensuite on passe à une autre scène immédiatement après qui est le cru de croire ou de ne pas croire, le cru d'une scène qui est le cru de quelque chose qui est dit et qui est obscène, qui n'est pas indécent, qui est obscène. Voilà. Et donc cette scène 21 qui pour la mère ouvre un gouffre, encore plus un gouffre que... Et on voit l'effroi, on voit toujours on se réfère à ce tableau de Munch, ou de Munch, mais bon, c'est vraiment le cri l'horreur, ou le personnage dans le film de Coppola qui dit l'horreur, en se frottant le crâne, l'horreur, enfin bon, voilà, mais quand même cru, et tue. En fait, toute la problématique du roman et de la scène en question, c'est que il y a cet inceste que subit la petite fille, enfin la petite jeune fille, et que la mère n'ignore pas. En fait, la mère le sait. La mère le sait, les grands-parents le savent, la tante le savent. Toute la partie maternelle, la partie dont on a fait connaissance dans le chapitre que je vous ai lu, a compris qu'il se passait quelque chose et que la petite Mia était violée. Et ils ont décidé collégialement de laisser faire. De peur que le père, qui est hyper violent, ne s'en prenne au frère. Et du coup, la scène où Mia dit à sa mère, affronte sa mère et lui parle de cet inceste, la mère, elle est effarée. Mais ce qui est effarant pour elle, c'est pas d'apprendre le viol, puisqu'elle le sait depuis des années. C'est de comprendre que sa fille, maintenant, a l'âge de parler. Ce que brise Mia dans ce chapitre de tu et cru, c'est le silence, en fait. C'est le fait que tout le monde évolue dans cette famille sans parler, et que les choses n'ont pas d'importance du moment qu'on n'en parle pas. Tant que c'est tu, c'est bon. Et la jeune Mia qui s'est tue pendant des années et des années, tout d'un coup, elle brise cette omerta et elle dit à sa mère ce qui se passe. Et ce qui en fait déclenche chez la mère une panique, c'est que tout d'un coup, la fille est douée de parole. On a élevé l'enfant pour qu'elle reste muette d'une certaine façon. Le sortilège dans lequel est élevée cette petite fille, c'est qu'elle n'a pas accès à la parole. On ne parle pas on parle pas à table, etc. Donc, elle accède à la parole à la fin du roman pour dire qu'elle est violée, et ça fait exploser complètement l'ordre. C'est vraiment comme une boule de cristal qui volerait en éclats, ou un aquarium qui exploserait avec les poissons, dont les poissons seraient expulsés par terre. C'est-à-dire que le contrat dans cette famille, c'est qu'on se tait. La mère qui est en dépression, personne n'en parle. Le père qui est violent, personne n'en parle. Le frère qui est violeur, personne n'en parle. Donc, c'est le silence. Et la révélation. En fait, la mère, elle est terrifiée par le fait que sa fille prend la parole. C'est ça qui la tue, en fait, la mère. C'est ça qui va déstructurer complètement la mère et qui pose la question du suicide de la mère. C'est que elle a compris qu'il allait falloir parler, en fait, ou entendre. Il y a cette métaphore encore, ce ne sont pas des poissons qui sortent, on dit que c'est un serpent. Donc. Oui, le serpent de l'inceste, parce que c'est vraiment le silence. Le serpent dans la Bible, c'est déjà, il a des connotations bien connues. C'est-à-dire que ce serpent le serpent tentateur qui dit peut-être à Ève, justement, parle. En tout cas, il sort de la bouche de Mia, et la bouche, évidemment, c'est l'un des topos du roman. Et une fois qu'il est sorti, il va se jeter sur la mer et peut-être la tuer. C'est la parole qui tue la mère, en fait. C'est ça qui est fou dans ce roman, c'est que c'est pas le fait que son fils viole sa fille qui tue la mère, c'est le fait que la fille trouve le moyen de le dire.
Après, il y a un effet miroir, parce que quelques lignes après, vous nous écrivez aussitôt ma mère transpercée, l'inceste s'enroule de nouveau autour de moi. C'est-à-dire le serpent revient, et donc il y a ce lien qui va se faire et qui va être ce nœud entre la mère et la fille, et qui va encore plus nourrir. Alors bon, peut-être passer aussi sur les questions aussi de culpabilité qui vont animer la narratrice, mais qui ne sont pas plus présentes que cela, qui sont évidentes d'une certaine façon. Voilà. Mais en tout cas, il y avait des choses il y avait beaucoup de vide qui les unissait, de choses mystérieuses, autant d'amour que de haine, de choses aussi très curieuses. Enfin, cette fameuse scène du landau, où bon, c'est une chose très singulière. Et puis là, il y a une chose qu'on ne peut oublier. Et qu'on ne peut pas élaborer non plus. C'est-à-dire qu'elles vont rien en faire. Ça pourrait être le début d'autre chose, le fait de commencer à parler justement de sortir du déni, de parler, de pouvoir échanger autour du problème, etc. Ça pourrait être l'arrivée d'un tiers, un psychologue, un médecin, un juge, un policier. Enfin, ça pourrait être le début d'autre chose. Et finalement, ça aurait dû être le début de la guérison peut-être de cette mère et de cette famille. Et la mère bascule complètement, enfin c'est comme si elle basculait en arrière dans une trappe et elle tombe dans une dépression violente où là il n'y a plus aucune parole et qui l'amène au suicide. Donc la parole, c'est pour ça que c'est une tragédie, c'est parce que la parole qui est donnée à l'humain pour normalement, qui est la puissance de l'humain, puisque l'être humain il est homme par la parole ne sert à rien et même tue. On retrouve le tue cru. Voilà, c'est la parole qui tue finalement. C'est pas la violence, c'est pas les actes, c'est pas le viol, c'est le fait de le dire. Et la mère n'en avait pas. Comment ? Et la mère n'en avait pas, justement, de la parole d'une certaine Non, façon. elle peut pas parler. Enfin, d'une certaine façon, Non, cette mais même femme. avant d'autres choses non. Elle peut pas parler à ses parents elle peut pas dire. On voit dans la scène que j'ai lue qu'elle peut pas se confier à ses parents en leur disant je suis malheureuse, etc. Elle peut pas vraiment éduquer ses enfants. Elle peut pas parler à ses enfants. C'est plutôt d'une espèce de présence factuelle. Et quand il y a une possibilité de parole, elle fuit. Elle est aussi complètement mystique. Enfin, c'est quand même une mère psychotique. Enfin, c'est quand même une des possibilités d'interprétation du personnage de la mère. Et elle est aux prises avec une espèce de foi qui, là aussi, pose une problématique de la parole. Parce que quand la parole que vous avez, c'est la prière, ou c'est la répétition de sermons, de Bible, d'extraits du Nouveau Testament, etc. Enfin, quand la seule parole à laquelle vous accédez, c'est une parole qui est induite par la religion et de façon quand même assez irrationnelle, on peut dire quand même, ça n'apprend pas tellement à parler de la... Et d'ailleurs, il y a une scène où la maman, quand Mia est toute petite, lui apprend à prier. C'est-à-dire que quand sa mère s'occupe de Mia, c'est pour lui apprendre des prières. C'est pas pour discuter avec elle de la réalité. C'est encore une espèce d'opium. La mère délire. Hein. La mère est délirante dans le roman. Souvent. Oui, on est retourné à... il y a des familles où on transmet le plaisir d'apprendre. Là, bon. Donc c'est la privation de la parole, c'est la puissance destructrice de l'intérieur et de la tyrannie de l'intérieur et d'un intérieur vide. Oui, parce que c'est la puissance on apprend à mourir par le déni en fait. Par le déni et par le fait que vous devenez jamais un sujet qui dit je et qui peut dire comme dans la scène finale, mon frère, ceci, cela. On vous apprend juste à ne pas exister et à ne pas communiquer et à ne pas entrer en contact. C'est ça, être infracturé. C'est que rien n'entre en contact avec les personnages, avec la narratrice, ni les personnages. Ils sont tous ailleurs.
il y a une place, enfin, il y a quelque chose de l'amour qui s'instille comme il peut là-dedans Oui, c'est pour ça que elle a du mal à se repérer dans son enfance, parce que c'est pas justement quelque chose de dichotomique avec vraiment les bons, les méchants. La mère, elle est douce, elle est aimante. Le père, il s'occupe aussi de sa famille. Enfin, même le frère, quand il est jeune, il est très affectueux. Et donc, c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à penser les choses. C'est parce que ce que les psychanalystes appellent le double bind, c'est-à-dire qu'il y a il y a une chose et son contraire. Donc, oui, il y a aussi de l'amour, bien sûr. Il y a de l'amour qui fait que, d'une certaine façon, cette petite fille, elle reste amoureuse de sa mère toute sa vie et elle va passer sa vie à essayer de comprendre le suicide de sa mère, hein. C'est un amour fou, hein. Est-ce que, on va passer un peu la parole à la salle, est-ce que vous avez pour celles et ceux qui l'auraient lu, ou même sans l'avoir lu, des réactions, des questions? J'ai pas entendu, pardon. Ah, alors c'est vraiment une bonne question. Euh, il y avait deux personnes en jeu. Il y avait mon éditeur d'un côté qui était quand même plutôt pour le pseudonyme. Et puis, j'avoue, il y avait aussi mes enfants. Et bon, le livre est dédié à mes enfants, donc la place des enfants est assez complexe par rapport à cette écriture. En tout état de cause, je me suis dit que je voulais protéger les enfants de mon frère, parce qu'en fait, mes enfants ne portent pas mon nom, donc c'était pas tellement gênant pour eux. Mais j'ai pas mal de neveux, nièces, et notamment les enfants de mon frère, et j'ai eu des conversations avec un de mes fils, notamment, qui était un peu vent debout contre la publication du livre, et qui m'a rabâché souvent, c'est des histoires d'il y a 60 ans, ça ne nous regarde pas, il n'y a pas de raison. Et je pense que, et c'est vrai que je me suis dit que pour la jeune génération maintenant qui a entre 20 et 30 ans, c'est un peu lourd de nommer le nom de famille, la famille. Bon. Donc finalement, il y a des moments où je regrette parce que je trouve qu'il y a un côté un peu lâche, entre guillemets. Enfin, il y a des moments où j'aimerais être plus collé vous voyez, à l'autrice. Enfin bon. Et puis, je pense que c'est pas mal aussi de protéger son entourage. Enfin bon, c'est quand même un récit qui est violent, qui est compliqué et qui est ultra subjectif. Donc en plus, si vous voulez, si on avait des protagonistes de cette famille, ils pourraient vous dire que non, que pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. La mère avait pas ce caractère, ni le père d'ailleurs. J'en ai parlé avec une de mes tantes qui m'a dit mais ta mère était tout sauf une mère éphémère. Alors, je dis bon, bah, elle a quand même pas duré très longtemps, mais bon. Mais donc, vous voyez, quand vous écrivez quelque chose, forcément, vous figez. Tout d'un coup, le père, on est capable là de discuter, de dire le père, la mère. Donc, c'est pas mal de mettre une distance en disant ce sont des personnages de roman, ce qui est vrai parce que c'est jamais qu'une histoire, complètement conscientisé par quelqu'un qui est hyper subjectif, et donc j'ai pas envie d'en rajouter dans la réalité, quoi. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Camille Kouchner ou toutes les femmes qui ont pu parler en leur nom. C'est, disons que c'est un juste milieu qui a été choisi, quoi. Vous restez qu'à là quelques minutes pour des rencontres plus personnelles et des signatures. Vous signerez Marsante ou... Le livre de Emma Marsante, Une mère éphémère, est publié aux éditions Verdier. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 11 janvier 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.